Bonjour à tous. Bonjour. Je passerai la main à Audrey sur la fin. Exactement. Alors, ça va être une session et Audrey qui interviendra plutôt sur la visualisation des données IoT. Ça va être une session plus orientée cloud que IA. OK? Donc là, l'idée, c'est de vous faire un retour d'expérience sur trois proof of concept qui ont eu lieu dernièrement. Le dernier, c'était IoT, OK? Pour stocker de la data sur le cloud Oracle. Et les deux précédents, c'était quasiment le même contexte, sauf que vous remplacez l'IoT par deux applis mobiles. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment type retour d'expérience d'architecture sur le cloud pour vous montrer trois vrais projets qu'on a effectués. Alors, clac, si je partage mon écran, voilà, que je passe sur ma présentation, c'est parti. OK. On va commencer par regarder tous les types d'architecture possibles dans ce type de projet, hein. Donc, le type de projet de l'IoT qui envoie de la data sur le cloud ou des applis mobiles qui envoient de la data sur le cloud. La première architecture la plus simple, franchement, voilà, c'est d'utiliser de l'Autonomous DB et d'utiliser ce qu'on appelle Oracle REST Data Service Managed. Managed, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est géré par le service Autonomous en lui-même. Donc, il n'y a rien de plus facile. Et pour tout vous dire, sur ces trois POC réalisés, à un moment donné, tous ont pris cette solution parce que c'est la plus simple, hein. Donc, on voit que tout simplement, tous les capteurs IoT, donc le use case final, c'était un client qui s'appelle Tenet qui fait des capteurs de salle blanche. Donc, capteur de salle blanche, ça veut dire je vais capter, renvoyer les températures, l'humidité, etc., quasiment en temps réel, vers un système qu'ensuite des utilisateurs vont visualiser. L'UI était développé en Python. Peu importe. Ici, nous, on vous montrera pas une UI en Python, mais un exemple en Grafana, très simple, hein, et un exemple un peu plus riche avec Oracle Analytics avec Audrey. Ici, l'avantage, c'est gérer automatiquement. Bon, voilà, ça c'est fantastique. C'est-à-dire, toutes les interfaces restent, j'ai quasiment rien à faire, c'est du paramétrage. Le désavantage, c'est une boîte noire. Bah, c'est comme partout, j'ai le désavantage de l'avantage. C'est-à-dire que comme c'est une boîte noire, bah, du coup, c'est Oracle qui est responsable et pas moi. Et je suis obligé de me remettre effectivement à Oracle. On verra qu'il y a d'autres solutions où j'ai le choix de ne pas faire ça. OK. La scalabilité est assez basse. Alors basse, hein, ça va être dans les plusieurs milliers d'inserts par seconde vers une Autonomous. Si je fais un insert un par un. C'est-à-dire, si mon capteur IoT ou mon appli mobile envoie une donnée un par un et que du coup je suis dans j'insère, je commit, j'insère, je commit, j'insère, je commit, on est dans une scalabilité qui est faible parce que les databases transactionnelles détestent ce type de workload. C'est vraiment simple. On a une scalabilité médium si je fais du bulk insert, c'est-à-dire si le capteur IoT, au lieu d'envoyer une information, en l'occurrence, vous voyez que l'information, elle est de type JSON, ça va vraiment être important pour la suite des démos. Au lieu d'en envoyer une, j'en envoie trois. C'est-à-dire, au lieu que le capteur IoT, et c'est ce qui se passe dans la vraie vie avec ce client, c'est-à-dire qu'il envoie instantanément tous les relevés qu'il fait, il va cumuler les relevés et leur mettre un timestamp. Vous voyez qu'il y a un data capture time, qui a un timestamp en millisecondes, et il va envoyer les données que toutes les 1 seconde. Et du coup, il va y avoir un bulk insert. Dans ce cas-là, la scalabilité est plus rapide, c'est-à-dire elle est meilleure. Dans la DB, je fais un insert de 10, 20, 30, alors 5000, et je fais un commit. Là, ça scale quand même vraiment pas mal. OK. L'avantage de cette architecture, hyper simple à utiliser, en démo, ça veut dire quoi? En démo, je vais passer sur mon environnement. Ici, vous avez une DB Autonomous 23 donc la dernière version, hein, tout simplement, ben voilà, parce qu'elle apporte des fonctionnalités vraiment très sympas du côté JSON. Je ne détaillerai pas ce point-là, j'aurai deux slides, mais je vous invite vivement à aller voir la session de Loïc Lefebvre, qui est notre PM français. On a la chance d'avoir un PM database et il va vous faire un truc vraiment top sur la partie JSON. J'ai que deux ECPU. ECPU, OK.
En réalité, là, cette DB, elle ne peut pas être plus faible, donc elle est vraiment très limitée en termes de coût. Pour la démo, ça suffit. Ça veut dire qu'en gros, j'ai deux threads. Hein. Donc deux threads, c'est quand même très limité en termes de puissance, mais malgré tout, vous allez voir, on va faire des injections là-dessus. Donc j'ai pour le coup un NoRDS qui est disponible ici, et c'est lui que je vais attaquer directement sur une structure JSON. Donc là, ouf, la session s'est passée, on va se reconnecter. Voilà, sur une structure JSON qu'on appelait Sensor 3. Donc là, Sensor 3, c'est vraiment la structure JSON. Vous voyez qu'il y a des données dedans qu'on va utiliser de base et qui va nous servir à stocker. C'est une collection JSON. On a choisi le JSON, vous allez voir, pour stocker les données de l'IoT. Vous allez comprendre vraiment pourquoi après. OK. Donc j'ai ça. Si je regarde un petit peu ici et que je regarde ce qu'il y a comme document de JSON pour l'instant, vous voyez qu'on a mis au point lors du POC avec Tonnet, et puis là, les derniers essais, et on est à 876 171. OK? Si je veux faire un test et que j'utilise pour le coup Postman, donc si j'utilise Postman, ici, déjà, j'ai une sécurité automatique sur ORDS. Vous voyez que c'est une sécurité, je peux mettre de l'eau haute. Bon, beaucoup plus sympa. Donc, je peux mettre de l'eau haute. Donc, je peux récupérer le token qui va me permettre du coup de passer la sécurité lorsque je vais appeler le service d'intégration sur Sensor 3. Voilà, donc j'ai le token, il est là. Si je vais le voir, il est ici. Il sera valable qu'une heure, ce token. OK. Et si je regarde ce que je vais envoyer ce document de JSON qui correspond à un device IoT dans une salle sur un équipement de labo, OK, et qui va renvoyer un certain nombre de métriques. Parfait. On peut voir dans l'URL que j'appelle ORDS, mais on voit un petit terme ici, sur du soda. OK. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, Oracle a développé ce qu'on appelle Simple Object etc., Data Access. Peut-être que je me trompe, on regardera dans les slides. Mais en tout cas, l'idée, c'était de fournir des API orientées NoSQL qui permettent de travailler très rapidement avec du JSON en POST, GET, etc., et query, automatiquement. Donc, du coup, pour faire ça, vous voyez que pour insérer de la data, faire de la requête, etc., j'ai rien à faire. J'ai juste à utiliser la bonne URL. OK? Et je vais pouvoir taper ici et utiliser la bonne sécurité. Moi, je vous recommande vraiment avec ORDS, on peut utiliser une sécurité user password, mais c'est très lent, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La sécurité haute, elle est super. Euh, Elle fonctionnera si vous avez déclaré au préalable un client haute. OK? Ici. Ça, vous irez voir ORDS. Donc, si j'envoie ici, vous voyez, j'ai inséré un nouvel élément. OK. Et si je vérifie ici, au lieu que ça termine par 1, en théorie, je dois m'arrêter par 2. OK. On va voir voilà, que l'insert s'est bien effectué. OK, 172. Donc, ça, c'est OK. Je peux aussi faire du bulk insert ici. Donc, ça veut dire X. Alors, vous voyez, le coup sur l'URL, je vais terminer par action égale insert, et au lieu de donner un seul document de JSON, c'est ce qui va se passer, hein, ce qui se passe en production ici sur les capteurs IoT. Donc j'envoie, et effectivement, unauthorize parce que je n'ai pas copié le token. Voilà, qu'il est là, celui-là est plus bon. Je vais remettre le nouveau, et j'envoie, et là, j'ai inséré trois éléments d'un bloc. OK, trois éléments d'un bloc. OK, et on va voir, je suis bien passé ici. Et j'ai bien inséré 175, je suis bien passé. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, très simple. L'architecture, elle est vraiment hyper simple. Ça veut dire, j'ai mis en place une autonomous et j'ai rien à faire ensuite. Je fais du paramétrage, j'appelle, je donne des autorisations. Donc, rien de plus simple. Et je peux commencer à injecter sur une scalabilité ici. Si j'injecte un par un, je vais avoir plusieurs milliers d'inserts par seconde. Donc, ça reste quand même très, très acceptable. Deuxième possibilité d'architecture, je prends le même ORDS, mais cette fois-ci, je l'installe moi-même sur une VM. Donc, dans ce cas-là, avancé, j'aime la simplicité. Là, je suis un fan du YAS. Et donc, j'installe mon RDS sur des VM. Tout est vraiment simple. La seule différence par rapport à avant, c'est que je dois bien, maîtriser la partie YAS du Cloud Oracle. J'ai de la haute dispo que je gère moi-même. D'accord? Donc là, ce n'est pas le service qui est géré par Oracle. La haute dispo est gérée par Oracle. Là, c'est moi qui gère la haute dispo.
En général, j'utilise plutôt une stack Terraform hein, pour créer ces VM et pour les enregistrer directement derrière un load balancer. Une stack Terraform qui me permettra aussi d'augmenter le nombre d'ORDS selon mes besoins, ok, mais automatiquement. Ça, c'est vraiment une approche plutôt j'aime les VM, et donc j'aime le YAS. Vous avez une référence ici sur l'architecture Center. C'est un site web très sympa d'Oracle qui vous résume vraiment des architectures types sur le cloud Oracle. Et là, vous en avez une sur cette partie, sur ORDS. OK? Donc, vous avez cette partie-là. Troisième possibilité, ORDS sur OKE. Dans ce cas-là, Oracle Kubernetes Engine. Donc, c'est vous déployez ORDS. Donc là, possibilité, vous en avez deux. Ou vous utilisez l'image ORDS qui est déjà faite sur Oracle Container Registry, ok, pour la déployer. Ou vous créez vous-même votre propre image, tout simplement en installant un ORDS sur une Docker image que vous maîtrisez, un operating system avec lequel vous avez envie de travailler. Et ça va très, très bien fonctionner. Toujours pareil, on va avoir quand même comme contrainte, bah, je dois maîtriser Kubernetes. Par contre, là, j'ai la haute disponibilité, ok, parce que finalement, chaque ORDS va être déployé dans un pod sur Kubernetes, donc je peux multiplier les pods. J'ai aussi un truc très sympa qui est l'autoscaling. Ok. L'autoscaling, c'est la capacité d'augmenter le nombre d'ORDS en fonction d'un certain nombre de métriques comme par exemple, on peut voir la CPU utilisée par le pod. Maintenant, ça va être beaucoup plus puissant avec ORDS. On va voir plus tard sur les architectures pourquoi sur ORDS, j'ai vraiment pas mal de puissance en termes de fonctionnalité. Okay. Là, c'est plus si je suis sur une équipe qui est orientée cloud native. Okay. Donc, première archi, c'est simple. Deuxième archi, je suis plus orienté YAS. Troisième archi, je suis plus orienté cloud native. Alors, autre architecture possible, qu'on a testé là récemment d'ailleurs pour une appli mobile euh, aussi, en utilisant des fonctions. Donc là, je vais faire du serverless. J'utilise cette architecture si je suis dans voilà, un mood serverless. Il faut, par exemple, par contre, que je maîtrise et que je masterise serverless. Et il faut que je fasse du code. Donc là, je vais coder soit en Python, soit en Java, etc. On peut coder des fonctions dans différents langages. Et effectivement, l'architecture, j'ai rien à faire. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est si dans mon use case, en plus d'insérer de la data, il faut que je fasse quelque chose. Vous voyez bien que dans ORDS, j'insère de la data, j'ai comme une interface REST très automatisée en frontal de la DB, mais je ne vais pas envoyer à un moment donné, par exemple, un message sur OCI Streaming, okay, avec du Kafka. Donc là, je vais pouvoir faire des fonctions et je vais pouvoir, pour le coup, faire ce que je veux, un code un peu plus complexe, non seulement insérer de la donnée dans un service donné comme Autonomous, il faut vraiment voir ça dans l'architecture simple, Autonomous, finalement, qu'ici, ça soit un service Oracle DB, finalement, les clients sur ces trois POC, ça n'avait pas vraiment d'importance. Ce qui était important, c'était d'avoir un service donné, tout simplement. OK. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt d'utiliser une offre comme Autonomous sur ce type d'architecture. Troisième possibilité, on va avoir IoT vers ATP avec du cohérence. Alors là, on est sur une autre architecture très puissante, dans quasiment ce qu'on peut faire de plus puissant en termes de vitesse de capture de données, depuis de l'IoT ou des applis mobiles ou un réseau téléphonique, etc., etc., etc. Donc, cohérence, c'est un in-memory data grid, donc une grille de données distribuée en mémoire. Oracle a la chance de posséder ce produit qui est le leader des in-memory data grid. Vous avez la possibilité de le déployer sur OCI, à la fois le déployer soit dans un cluster cohérence, ici, soit le déployer directement dans des VM avec des images sur la marketplace. Vous avez aussi la chance d'avoir ce produit en Community Edition, c'est-à-dire que gratuit. Donc ce produit très sympa, In-Memory Data Grid, énormément de fonctionnalités. Par contre, évidemment,
En tant que personne implémentant cette architecture, je dois maîtriser ce produit. La scalabilité est extrêmement élevée. C'est-à-dire que là, on est sur un produit sur lequel je fais des inserts directement en mémoire. Donc, on est dans l'ordre de la milliseconde. Et bien évidemment, comme je n'ai pas d'écriture disque initialement, c'est extrêmement rapide. Si je le déploie dans Cube, à ce moment-là, il va falloir aussi que je maîtrise Cube. Donc, je peux le déployer soit sur des VM, soit le déployer dans un serveur Kubernetes. Il peut faire d'autres choses que d'envoyer de stocker de la data. On va expliquer comment il stocke de la data. Il peut envoyer un message, il peut faire n'importe quoi. À partir du moment où c'est le développeur qui va enrichir le comportement de ce produit. OK. Enrichir, ça veut dire quoi? On a une fonctionnalité qu'on appelle sur ce produit, fonctionnalité qui s'appelle Write-Through Behind, c'est-à-dire j'écris en temps réel sur la grille cohérence et ensuite, j'écris en batch, en asynchrone, vers une source. On va utiliser ce qu'on appelle des caches particuliers, qui sont des caches Tor, et pour lequel le développeur va implémenter un code de stockage. L'avantage de ça, c'est que le code, c'est ce que je veux. Or là, effectivement, on a des données JSON qui sont stockées dans Cohérence en mémoire, et puis on envoie ça dans une collection de JSON dans Autonomous. Donc, Cohérence, c'est du Java, on va probablement, le développeur va faire un code, alors soit utiliser du JPA, soit utiliser du JDBC direct, soit utiliser du Soda. Vous avez vu Soda REST qui a été implémenté sur ORDS en natif, mais on a aussi des API Soda Java qu'on peut utiliser pour faire des inserts, encore une fois. Donc, produit extrêmement puissant qui va permettre d'absorber des charges extrêmement élevées, tout simplement parce qu'on envoie ces données directement dans la mémoire de nœuds qui tournent, distribuées quasiment, on peut scaler quasiment à l'infini. En fait, sur ce type de produit grille distribuée de données en mémoire, si vous chargez un petit peu trop la sauce, c'est-à-dire si vous envoyez un paquet incroyable de données, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est tuer le réseau. D'accord? Donc, c'est un produit qui a pas vraiment de limites. Les limites, c'est principalement le réseau. Alors, si je suis capable d'envoyer de la donnée sur le réseau et que ça passe, ça sera stocké dans Cohérence. On a une brique Cohérence REST qui existe, que moi, je n'ai pas utilisée. Je vais vous montrer une petite démo. Moi, j'ai utilisé un petit développement Spring Boot parce que je trouvais ça plus sympa. Mais on a aussi une brique qui est l'interface REST, euh, cohérence REST de toute la grille cohérence. Vous pouvez faire un parallèle entre ORDS, qui est toute l'interface REST native en frontale d'une Oracle DB, et la cohérence REST qui serait l'interface REST native en frontale d'un cohérence. Je vous montre une petite démo là-dessus. Alors, pour faire cette petite démo, c'est très simple. Ici, j'ai un lab sur cohérence. Donc, je vais commencer par démarrer deux nœuds de stockage. Je n'ai pas eu le temps de déployer ma grille cohérence dans un cluster Kubernetes sur OCI. Peu importe, vous allez vraiment comprendre le principe ici de ce produit. Donc, je vais démarrer ici un nœud de stockage. Voilà, nœud de stockage qui va démarrer et on va utiliser JVisual VM avec un certain nombre de plugins pour regarder ce qui se passe un petit peu dans cette grille de données. Donc la version, les 14.1 ici de cohérence, c'est la version Oracle, c'est pas la version Community Edition que j'ai utilisée, mais peu importe, ça aurait pu être tout à fait bien fait avec la version Community Edition. Donc là, j'ai un nœud qui a démarré. Je peux démarrer un second nœud de stockage. Parfait. Ici. Donc normalement, ici, je dois avoir déjà, voilà, j'ai un nœud de stockage qu'on observe ici, qui est présent, dans lequel je vais me connecter. On va démarrer ce deuxième nœud donc sur mon poste. Fait. Et on va arriver sur l'interface Spring Boot qu'on va démarrer ici. Une configuration. Tac, je peux le démarrer directement avec un run à Spring Boot. Hein. Donc ça, une fois que cette architecture elle va être démarrée, vous allez voir un petit peu, voilà, on a deux caches serveurs ici, et on voit le process qui est le serveur Spring Boot. Donc si je double-clique là-dessus, et que normalement j'affiche la partie
MBin, si mon Visual VM il veut bien démarrer. Voilà, donc vous voyez que alors déjà, j'ai un plugin cohérence qui est sympa sur JVisual VM. On va plutôt regarder avec les MBin et on voit que j'ai mon cache, voilà, cache Tor IoT ici, qui est présent, qui va stocker justement tous les documents de JSON. Et on voit qu'on a un stockage qui va se faire sur deux nœuds. Alors, stockage sur deux nœuds, en réalité, dans l'architecture, j'ai trois nœuds. Le nœud 1 et le nœud 2 stockent de la donnée. Et le node 3, en fait, correspond au serveur Spring Boot. Euh, Lui ne stocke pas de données, mais il est interne à la grille de données. Alors ça va me permettre à mon Spring Boot d'avoir une vitesse de connexion avec le nœud de stockage très élevée. Ok. Mais du coup, je ne veux pas que Spring Boot perturbe la grille de données et je ne veux pas que la grille de données soit perturbée par Spring Boot. Si je regarde, j'ai 0 ici en size, donc j'ai vraiment 0 data dans les deux nœuds. Ok. Alors, on va passer sur une injection ici avec donc une injection avec un produit qui s'appelle Cassis. Alors, je vous montre un petit peu ici, par exemple. On va faire deux injections. On va faire une injection sur RDS et une injection sur cohérence. Je vais commencer par l'injection sur cohérence. Je vous montre le script quand même. Cassis, c'est un produit assez sympa d'injection. Vous pouvez utiliser le produit d'injection que vous voulez. Hein. L'idée, vous comprenez bien que si vous, vous voulez valider que cette architecture, elle fonctionne, eh ben, il faut à un moment donné un peu envoyer des requêtes dessus euh, pour pouvoir valider qu'elle fonctionne. Alors, comme si on regarde un petit peu un script Cassis, c'est un produit de Grafana qui est gratuit, qui est vraiment super. Vous allez tout définir en JavaScript. Maintenant, vous pouvez utiliser du JMeter, vous pouvez utiliser, etc. Il y a plein de produits d'injection qui sont possibles. Alors, vous voyez qu'initialement, j'ai une première phase qui démarre. Ça, c'est le script pour le client Tenet, hein, donc australien. Sur l'IoT, on voit qu'on a un script qui démarre pendant 2 minutes. En 2 minutes, on passe à 100 capteurs IoT. Et ensuite, on tourne pendant 1 heure ces 100 capteurs IoT. Puis ensuite, on redescend à zéro. On a une simulation de clients, voilà, par exemple. Ces clients, hein, c'est les faux clients. Hein. Tout ce que vous voyez, ça a été anonymisé, donc il n'y a pas de souci. Et la première chose qu'on va faire, bien évidemment, c'est aller récupérer le fameux token. OK. Donc, on va chercher le token OAuth2. Et pour ça, on va interroger l'URL hein, qui permet de récupérer sur ORDS un token. Et ensuite, on génère une fausse donnée JSON ici. Vous voyez que quand c'est Novatech, cette donnée JSON, elle a un seul métrique qui est la température contrôle B. Et je voulais la faire mesurer, la faire varier vraiment assez légèrement. Hein. Elle a varié, elle varie de 5%. Quand ce n'est pas le client Novatech, du coup, je mets n'importe quoi, je mets plein de métriques. Bon, ça, c'est pour vous donner un petit peu l'idée. OK. Et c'est tout. Donc j'envoie. Hein, donc ça, c'est vraiment top. Donc si on voit sur cohérence, voilà, cohérence, j'envoie. Vous voyez, donc c'est parti. On voit qu'ici, alors ça, c'est le script pour ORDS. On voit que sur le POC tenait, il y avait une latence ici de 1 seconde entre chaque envoi. Hein, et c'est ce qui se passe dans la réalité. Par contre, sur le script cohérence, j'ai supprimé cette latence, d'accord? Donc là, c'est mis en commentaire. Donc du coup, ça envoie, hein. Ça envoie pas mal. Si je regarde un petit peu ici, voilà, si je regarde, voilà, donc j'ai déjà 7000, j'ai 8000 documents de JSON stockés. Et ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est ça, c'est que je stocke la donnée en temps réel, mais j'ai des batchs asynchrones qui vont stocker la data à coût de 5000. OK? Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je stocke en temps réel dans Cohérence. Alors moi, c'est un mock, ça reproduit la DB, c'est pas grave. Et on voit que par paquet de 5000, j'envoie les datas et que du coup, mon code va être exécuté. C'est un code qui a été donné par le développeur, donc qui est ici, Workshop Cachtor IoT. Donc le développeur a donné son code pour créer et envoyer ces données quelque part sur une DB. En termes d'architecture, là où c'est vraiment top, ok, c'est que si à un instant T, ma DB disparaît, c'est-à-dire que la DB, à un moment donné, je fais une erreur, je l'arrête. Ok. Mon système continue, c'est-à-dire cohérence continue à prendre des informations en direct. Ici, ce que je vais voir, c'est le code qui propage les informations. Ce code va caler.
et donc va générer des erreurs. Mais s'il y a des erreurs, Cohérence va reprogrammer la mise à jour de ces datas. Donc ça, c'est vraiment top parce que je me retrouve avec une brique intermédiaire entre le stockage de l'info, data, et les capteurs IoT ou l'appli mobile, et que pour le coup, si la structure de stockage des infos n'est pas disponible, et j'ai un certain temps pour m'adapter. Alors, je ne peux pas m'adapter non plus pendant 10 heures parce que à un moment donné, vous vous doutez bien, sur ce type d'offre, on va mettre un temps de vie de l'information, de façon à ne pas, on va pas stocker non plus la totalité de toutes les données IoT remontant sur un mois. Hein. L'idée, c'est vraiment de servir de brique tampon pour un insert. Si je regarde un petit peu ici et que j'arrête, donc je vais arrêter ce script, voilà, on voit que j'avais une insertion ici. Alors, donc c'est vraiment sympa. Le truc qu'ils viennent de rajouter, et ça franchement, c'est fantastique, sur cette version, parce qu'avant j'utilisais une version 0.53, là je vois que la version 1.0 est arrivée, et ils ont rajouté cette partie, ou alors c'est beaucoup plus clair, qui va me donner la consommation réseau. Donc ça, c'est hyper intéressant pour vous, parce que sur des scripts d'injection assez puissants, d'accord? Il faut vraiment faire attention de ne pas déglinguer le réseau. Ok. Parce que si ce que vous mesurez, c'est la vitesse du réseau, ça ne va pas vous donner grand-chose en termes d'architecture. Ok. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ça peut être le cas avec cohérence. Hein. Avec cohérence, ce n'est pas cohérence qui va craquer, c'est plutôt le réseau. Le durée moyen, voilà, c'est 30 millisecondes. OK. Bon, c'est normal aussi, la grille, elle est locale. Voilà, donc je ne l'ai pas déployé sur le cloud, donc il faudrait rajouter la latence pour atteindre le cloud, mais c'est extrêmement, extrêmement rapide. Et là, vous voyez que je suis à 1500 inserts par seconde. OK. Mais je pourrais monter à des quantités stratosphériques d'inserts par seconde. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est la capacité derrière de la DB d'absorber la charge. Ok. Donc là, vous voyez, il a terminé. Donc tout ce qui a été inséré en mémoire est passé directement euh, envoyé sur le stockage final. Et on voit bien que, d'ailleurs, il y a 0 éléments ici qui sont en cours de propagation. Et j'ai 112 000 éléments à peu près ici sur chaque nœud, à peu près moitié-moitié. J'ai aussi une structure de stockage haute dispo, c'est-à-dire que si j'ai une grille cohérence avec 10 nœuds, si je perds un nœud, j'ai des backups répartis sur les 9 autres nœuds et je ne vais perdre zéro data. Ça, c'est aussi la puissance de ce type de produit qui est assez incroyable et qui permet donc de vraiment. Alors là, on va être des inserts hyper lourds. Si je me mets maintenant sur le vrai fichier, celui, pas avec du cohérence, mais celui du client, tenez, donc là, et je vais pouvoir insérer donc je vais pouvoir insérer ici, effectivement, dans Autonomous en direct. Donc, si je regarde en SQL, OK, donc, je vais réfléchir, c'est pas grave, les sessions. Allez, donc ça va repartir. Pour voir que, effectivement, là, je suis en train d'insérer. Donc là, si je fais un count dans Sensor 3, on verra combien je suis. Voilà, je suis à 551 et je regarde, normalement, ça va bouger. Donc, c'est en train d'injecter. Donc là, j'ai mes 100 capteurs IoT qui sont en train de faire des inserts, 844. Au passage, donc là, j'utilise directement les URL soda disponibles, toutes faites, où j'ai rien à faire. Et vous voyez que là, pour le coup, je vais aussi être capable, au niveau ORDS, d'aller définir des services REST d'attaque de données particuliers. Ok. Alors, comment je vais faire ça? Ben, tout simplement, je stocke en JSON et on verra que ici, j'ai eu des traitements spéciaux avec des ordres SQL qui se lancent et que je vais exposer en REST. Je vous montrerai ça un petit peu plus loin. Et vous voyez que voilà, ça fonctionne super bien. Je fais mes graphiques avec ma température mesurée. J'ai utilisé un plugin, je vous montrer, qui s'appelle Infinity. Donc, un plugin qui permet de travailler avec une URL JSON. Euh, voilà, ça, je vais le détailler aussi un petit peu plus loin. Voilà, donc, par contre, en termes de vitesse, donc là, on était vraiment, si j'arrête,
Voilà, j'étais vraiment, voilà, je suis à 38 inserts par seconde, donc je suis beaucoup plus modeste, pas parce que les capteurs IoT de Tennet, il n'y en a pas des milliards. Là, je suis sur 100, c'est une solution qui est en cours de déploiement. Donc pour l'instant, les clients vont passer au fur et à mesure sur ce type d'architecture. J'ai un temps de réponse moyen de 120 millisecondes. C'est cool parce que mon poste est en France là et j'attaque. Donc c'est comme si le capteur IoT était sur mon laptop et j'attaque et j'insère des données dans la DB sur l'autonome de Paris. OK. Donc ça fonctionne très bien, c'est royal. Vous voyez que c'est hyper simple, j'ai rien à faire. Donc ça c'est top. On n'est pas dans les mêmes vitesses par contre en termes de perf. Si je regardais d'ailleurs la DB, OK, si je regardais la DB, que je refresh, ça c'est sympa, j'ai quand même que deux threads. Donc j'ai deux pauvres threads, mais vous voyez que sans capteur IoT, c'est OK. Je n'ai pas beaucoup de weight, hein, donc c'est-à-dire que là, j'ai pas beaucoup de threads ORDS qui attendraient de la ressource DB. Donc en fait, je suis vraiment, pour ce client, finalement, deux CPU, c'était OK. Voilà. Donc je ne suis pas en train de buter la DB. Si je mets une injection comme cohérence et que j'enlève le slip de 1 seconde, je peux vous garantir que là, vous allez voir et que je vais la saturer, hein. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant. J'ai une DB qui est moins puissante parce qu'elle permet de prendre des gros inserts de data depuis cohérence, par exemple, à coût de 5 000. Et là, elle va vraiment, vraiment scaler. On sera vraiment dans ce qu'aime faire une DB relationnelle. Les solutions sont infinies, hein. Solution infinie, ça veut dire, eh bien, j'aurais pu utiliser un déploiement Spring Boot, faire mes services REST et taper dans RDS et bénéficier de tout ce qu'on a au niveau d'un cluster Kubernetes en termes de scalabilité. Je vais vous en parler de ça. J'aurais pu envoyer tous les infos en streaming sur une offre Kafka. Donc nous, on a au niveau d'OCI, on a un nouveau service qui s'appelle OCI Stream Kafka Managed, qui est un pur Kafka sans aucune limite, donc qui est vraiment top. Et de la même façon là, il aurait fallu à un moment donné que je propage vers une Autonomous. Donc les solutions sont infinies. Chaque solution euh, correspond vraiment au use case. Maintenant, le use case de je fais rien et j'utilise ORDS Managed, voilà, est souvent utilisé, est vraiment assez fantastique parce que pour le coup, je fais rien. Pourquoi du JSON? Je vais passer très rapidement là-dessus, simplement parce que vraiment, vous avez une session dédiée dans la journée DB là-dessus. Donc, je passe très rapidement. Mais c'était intéressant quand même d'expliquer pourquoi du JSON, hein, tout simplement. Alors, tout simplement parce que en utilisant du JSON et en stockant là, quand vous voyez un petit peu la tête du document ici, en fait, on va s'apercevoir que je vais stocker dans une collection JSON et finalement, quelle que soit la tête du JSON, eh ben, ce n'est pas un problème. Je peux stocker n'importe quel JSON, je peux changer la structure, imaginons. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en cours de POC. En fait, lors de la structure initiale du client, le client avait mis le capture time dans les métriques, c'est-à-dire il considérait que c'était une métrique. Et à ce moment-là, moi, je lui ai demandé de remonter ce capture time parce que je considérais que d'un point de vue conceptuel, le capture time est une propriété du moment de la capture et que ce n'est pas une métrique. OK. Du coup, mon option 1, je démarre du JSON, c'est exactement ce qu'on a fait sur ce POC, et je vais vers le relationnel. Et pour le coup, je suis capable d'écrire des ordres SQL, ça je vous montre ça, et je peux vous montrer ça ici, voilà, donc par exemple, je peux écrire des ordres SQL qui vont me donner ici la métrique température que vous avez vue, hein. Donc la métrique température que vous avez vue, effectivement, ici, elle peut, euh, elle peut s'exécuter. Alors, par exemple, je vais essayer de la déclencher. Voici, j'ai perdu ma connexion à la DB, on va voir ça tout de suite. Je pense que je l'ai perdue, donc il va me donner, il va la recréer. Est-ce qu'il va me la recréer? Non, il va me la recréer. Et là, il a la connexion qui est perdue. Ok, bon, c'est pas grave, il a perdu la connexion. Je pourrais le faire ailleurs. Je pense que tout select, c'est pas grave. Et que si je prends SQL, bon, après, je l'ai copié depuis le PowerPoint. Alors, j'ai peut-être une petite erreur de syntaxe. Mais il a peut-être un caractère qu'il n'aime pas. Alors, on va voir tout de suite s'il n'aime pas, mais c'est pas grave.
Dans tous les cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au niveau REST, j'ai défini. Donc là, on n'est plus sur Soda, on est sur, je crée sur ORDS ce qu'on appelle des modules, OK? Et là, je crée des API que je vais définir moi-même et dans lesquels, si je regarde le template, voilà, et je vais avoir ici, pour ça, vous irez voir la doc, hein, comment on fait. Et donc, je vais utiliser ces ordres SQL directement, voilà, directement ici pour construire des API avec des paramètres de requêtage. Donc ça, c'est vraiment top. On n'est plus dans Soda, hein. Donc du coup, on est ORDS, test, API. Vous voyez, il n'y a plus Soda. Donc ça, c'est parce que je suis en train de faire moi-même. Voilà. Donc là, je suis en train de faire moi-même les URL restent que je veux. J'ai juste à faire du SQL. Donc c'est vraiment top, hein. Ça, c'est vraiment hyper facile. Je peux aussi prendre l'autre ici. Donc, quand vous avez vu le graphique ici, et du coup, on est d'accord, j'ai exactement un endroit de stockage sur la data, mais par contre, la visualisation que j'en fais, j'ai pas de limite. Donc, je vais construire des vues, je vais construire des vues matérialisées, je vais, etc., qui vont me permettre de construire des interfaces. Et c'est notamment cette facilité qui a été utilisée plus tard par Audrey. Elle va vous montrer ça pour créer ensuite des dashboards. Donc là, vous voyez, instantanément avec les mêmes datas, j'ai une agglomération de la valeur moyenne de la température par minute pour une métrique. OK. Tout simplement. Alors, c'est vraiment voilà, c'est ça la puissance du JSON. Donc là, sur ce POC, je pars du JSON, je vais vers le relationnel. À l'inverse, vous pouvez faire partir du monde relationnel et aller vers le JSON. Ça s'appelle JSON Duality View, ok. Ce qui vous permettra pour le coup de construire une Duality View que vous exposerez via ORDS directement et quand vous ferez un insert dans cette duality view, en réalité, ça sera splitté sur le monde relationnel. Donc ça, c'est aussi génial. C'est une autre façon, une autre approche. Et tout ça, allez voir la session de Loïc Lefebvre dans la journée DB. Je passe très vite, mais c'était pour vous expliquer pourquoi sur ce POC, on a vraiment utilisé du JSON. Vous avez aussi l'Autonomous JSON Database. Alors, il faut savoir que 3 fois, on ne l'a pas utilisé cette fois-ci, sur les 3, parce qu'il y avait cette notion d'utiliser une ATP qui est aussi puissante que la JSON Database, mais qui a des fonctionnalités supplémentaires qui sont intéressantes sur ce type d'architecture. Soda, petit rappel, donc, set d'API NoSQL pour travailler avec du JSON, une implémentation REST, mais vous voyez, une implémentation Soda, C, etc. C'est très sympa pour bosser avec du JSON avec Oracle DB. Alors, la scalabilité, hein, parce que vous êtes sur ce type d'architecture, c'est bien joli, mais il faut que ça scale. Autonomous DB, vous savez que vous avez l'autoscaling. Donc ça scale et en plus c'est fantastique, ça scale à chaud sans interruption de service. 2 CPU, ça veut dire que cette Autonomous DB, elle pourrait scaler automatiquement à 6, donc jusqu'à 3 fois. Et en plus, je ne vais payer que le prix de 2 en moyen et le 6 va correspondre à mes pics. Et ensuite, du coup, je vais payer très très peu, hein. Ça va me permettre beaucoup d'économiser d'argent puisque je vais être sur la base minimale au départ et je ne tiens pas compte des pics et cette database, elle va scaler automatiquement. Ok. Donc ça, c'est top. ORDS Managed, c'est la scalabilité et la haute dispo. Oracle est responsable, c'est évidemment géré. Sur la partie VM, eh bien, la haute disponibilité, il y a plusieurs VM avec un load balancer à frontal. Okay. Et la scalabilité, si je dois augmenter le nombre, je vais généralement avoir une ressource Stack Manager qui va faire du Terraform. Donc une stack Terraform qui va me permettre de recréer très rapidement un quatrième, cinquième ORDS et le déployer automatiquement derrière le load balancer. Si je suis sur Kubernetes, eh bien là, je vais utiliser, j'ai plusieurs pods, donc j'ai de la haute dispo, et en termes de scalabilité, je vais avoir plein d'autoscaleurs. OK. Alors, très rapidement, je les passe, c'est vraiment pour vous montrer la puissance aussi d'un cluster Kubernetes et de ORDS dans ce cas-là. Un cluster vertical, ça consisterait à augmenter la CPU, la mémoire que je donne à ORDS. Bof, pas très intéressant dans mon cas. Je préfère lui donner directement une CPU, une mémoire qui est adaptée. OK. Un cluster horizontal plus intéressant, c'est-à-dire que si je vois par exemple que mes ORDS, je leur ai donné
deux vCPU, parce que sur Kubernetes, on compte comme ça, et que je suis au taquet, eh ben, il va recréer un autre pod, et il va recréer un autre pod. Donc, il va me créer autant d'ORDS qu'il faut pour supporter la charge. Donc, je vais avoir un scaling horizontal. Je pourrais aussi avoir un scaling sur événement, KEDA. Alors, événement, par exemple, ça pourrait être tout d'un coup, quelqu'un décide de changer le nombre de CPU de l'ADB. Je passe de 2 à 4 manuellement, je pourrais avoir un event et du coup, je pourrais déclencher un scaling de mon nombre d'ORDS parce qu'évidemment, j'ai plus de DB derrière, donc je peux mettre plus d'ORDS en frontal. Souvent, on a aussi le cluster autoscaler qui va s'associer avec un autre cluster. Donc, ça veut dire si j'ai mon ORDS qui scale horizontalement et qu'on augmente le nombre, à un moment donné, bah, mon cluster il peut dire oui, mais moi, j'ai plus rien, j'ai plus de VM pour déployer ton nouvel ORDS. Et là, ça va être le cluster autoscaler qui va prendre la main, qui va créer un nouveau nœud dans Cube et qui va déployer le nouvel ORDS. Donc ça, c'est vraiment aussi, c'est vraiment top. Vous voyez que la puissance ici de gestion, euh, Duo RDS, en termes de scalabilité, elle est réalisée par Cube et ses fonctionnalités très puissantes. Si je scale avec les fonctions, ça c'est top, hein. Donc l'autre architecture, j'ai des fonctions, bah, je ne m'en occupe pas, c'est serverless. Ouh, c'est génial. Mais attention, je dois faire attention au cold start. Cold start, c'est quoi? On est d'accord, je suis sur une fonction serverless, donc l'environnement n'est pas démarré. Donc au moment où mon capteur IoT envoie la data sur les fonctions et que ça commence à pousser fort, ok, le système va créer des containers, va les rattacher au niveau réseau sur votre fonction, et vous voyez que ce temps, qu'on appelle un cold start, va vous faire prendre une latence importante. La première fois, d'accord? Donc ça veut dire que la première fois au démarrage, si jamais vous scalez, puis tout d'un coup le système se dit, oulala, là là, il me faut d'autres ressources pour assurer la charge des fonctions, je dois en démarrer un, là vous allez prendre un cold start. Donc du coup, vous allez passer de 120 millisecondes à beaucoup, ok? Et ça peut vous gêner. Ça peut déclencher, par exemple, sur une appli mobile, ça peut déclencher une erreur de timeout. Donc là, c'est à vous de faire attention. En gros, il faudra provisionner ce qu'on appelle le PCU, c'est-à-dire provisionner un ensemble de conteneurs déjà prêts pour serverless de façon à ne pas avoir ce cold start. Donc ça, super. Cohérence, lui, son architecture de scaling, c'est dans son ADN. Donc, vous augmentez le nombre de nœuds, de toute manière, c'est intuable. Donc, il faut juste rajouter le nombre de nœuds, ça scale à l'infini. Vous pouvez les ajouter à chaud, c'est-à-dire que vous avez un cluster de 10 nœuds et puis vous avez décidé d'en mettre 15. Il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire à chaud, il va continuer à fonctionner et ça va très, très bien scaler. Donc là, c'est vraiment, on est au top sur le scaling. L'offre est nativement faite pour ça. Euh, N'oubliez pas, pour tout projet de ce type, de faire vos load et pipe tests. Donc moi, je vous ai montré Cassis, utilisez ça, mais c'est quand même une base. Il faut savoir que bon, dans la plupart des cas, sur l'époque, ne sont pas prévus ces tests. Et nous, on se retrouve, alors l'équipe d'experts dans laquelle je suis émis, on intervient souvent sur des applications en production sur lesquelles les pipe tests et load tests n'ont pas été faits. OK. Eh ben non. D'accord? Regardez comment ça se passe, regardez la DB, comment elle s'ajuste, regardez où est-ce que vous souffrez. Donc n'oubliez pas de faire vos tests de charge sur une architecture et ne le faites pas, voilà, après, ne le faites pas après que ça soit mis en prod, parce que c'est plus compliqué. OK. Construire vos dashboards, moi je vous ai montré effectivement bah, quelque chose avec un leader open source, mais qui a aussi une version enterprise. Euh, donc, je vous ai montré ça avec du Grafana. J'ai utilisé la Grafana Infinity Data Source qui permet d'attaquer du JSON. Donc, en gros, je lui ai donné des URL ORDS que j'avais exposées moi-même en donnant un certain nombre d'ordres SQL précis pour les construire. Ça fonctionne bien, mais comme tout outil de requêtage sur des web services, encore une fois, c'est j'appelle, c'est fini. Donc généralement, déjà, s'il y a beaucoup de data, il faut que je limite. Je ne peux pas appeler un REST service puis lui dire tu me ramènes 1 million de données. Et je n'ai pas cette notion, comme je suis en mode connecté, d'avoir ces notions de je t'appelle, donne-moi 100, donne-moi 100. Alors si j'ai ça,
avec ORDS. Je peux limiter déjà le nombre de données que je récupère. Tu m'en donnes ce service que 500. Et j'ai aussi la notion d'offset. Tu m'en donnes les 500, puis les 500 suivants. Et pour tout vous dire, en bêta, ce graphique ici supporte justement la notion d'offset. Moi, je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas investi assez de temps, mais normalement, ça doit être jouable, par exemple, de construire un graphique et de donner une URL au RDS et que le graphique Grafana appelle plusieurs fois donc les 100 premiers, puis 200, puis 300, voilà, pour construire le graphique. Sinon, bien évidemment, le plugin Enterprise qui, là, va permettre de connecter avec le DB direct. Alors, je vais passer la main à Audrey parce que moi, j'avais vraiment envie de vous montrer comment, avec un service Oracle, eh bien, on peut construire ce type de dashboard de façon beaucoup plus puissante. Donc, je laisse la main à Audrey maintenant. Ouais, merci Christophe. Et- Donc bonjour à tous. Donc oui, en effet, moi je vais vous présenter une partie un peu plus graphique, donc la représentation graphique de ces données. Alors je vais partager mon écran. Hop. Je ne vais pas faire beaucoup de slides puisqu'on a un temps qui est assez limité et je pourrais passer beaucoup de temps à parler d'Oracle Analytics. Donc Oracle Analytics, c'est le service justement de restitution graphique présent sur OCI. Sachez qu'il a également sa version en on-premise qui s'appelle Oracle Analytics Server. Donc Oracle Analytics, c'est bien plus qu'une solution de restitution, hein. C'est vraiment une solution, un service qui va vous permettre d'accéder à un grand type de données, et vraiment différentes données, que ce soit de la donnée Oracle ou non Oracle, de la donnée cloud ou de la donnée on-premise. Une fois que cette donnée, elle va être accédée, on va pouvoir la préparer, hein. On a à l'intérieur de cet outil la capacité à préparer la donnée, à rajouter même une couche sémantique, c'est-à-dire une couche d'abstraction qui va permettre de rendre la donnée compréhensible pour les utilisateurs métiers. Cette donnée, on va pouvoir ensuite, une fois qu'on l'a préparée, on va pouvoir l'explorer, hein, grâce à ces fonctionnalités de self-service. Donc, laisser la possibilité justement aux business users, aux analystes, de créer leur propre représentation graphique, de faire interagir les graphiques les uns avec les autres. Une fois que cette donnée, on va peut-être détecter des choses, auquel cas on va peut-être vouloir créer des modèles de machine learning. Donc on a également cette fonctionnalité qui est présente, cette capacité de créer des modèles à la volée, ou vraiment de manière plus poussée, ou même d'utiliser, hein, des modèles qui ont été déployés par d'autres équipes, voire d'autres solutions sur OCI. Et enfin, une capacité classique dans les outils de restitution, c'est vraiment la capacité à construire des dashboards, hein, et des choses qui sont vraiment très abouties avec, on va jusqu'à même des pixel perfect reports, c'est-à-dire qu'on va vraiment coller à des chartes graphiques de manière très précise. Donc vous voyez, c'est vraiment un outil qui est très sympa et très simple à utiliser, qui est très user-friendly et qui couvre vraiment l'ensemble du spectre de la data. Donc pour l'idée de la démo aujourd'hui, hein, ça va être assez court. Donc Christophe, je vais attaquer les données que tu as mis à disposition, donc les données Sensor 3. Je vais déjà les structurer et puis ensuite on va voir un peu comment est-ce que je les récupère dans notre outil Oracle Analytics. Alors, évidemment, c'est dans le sens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, Christophe, toi, tu avais utilisé certaines fonctionnalités JSON. Encore une fois, hein, on a Loïc qui nous fera vraiment une présentation dédiée. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement pris cette donnée Sensor 3. Je peux bien entendu créer une vue matérialisée ou une table. Et à partir de là, de cette donnée Sensor 3, hein, qui est un format JSON, je vais pouvoir extraire de la data et la charger justement dans une vue ou une table de manière structurée. Donc pour ce faire, hein, j'utilise simplement en fait l'instruction JSON table, dans laquelle je précise les colonnes. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a un certain nombre de colonnes qui sont ici, genre le nom du client, le device, et puis on a des données de capteurs qui sont imbriquées, hein, dans cette donnée capteur. Et donc, simplement, hein, je spécifie un nested pass, et en résultat, voilà ce que j'ai dans ma data. Hop, qu'est-ce que j'ai dans ma table? Voilà, donc on voit bien qu'on a une table avec des informations ici qui ont été structurées.
et qu'on va pouvoir à présent attaquer avec notre outil de data visualisation. Donc, on est au sein de l'outil de data visualisation. Donc là, j'ai pas beaucoup d'éléments qui sont affichés sur la page d'accueil parce que j'ai démarré en fait une nouvelle instance pour la démo. Mais je pourrais très bien ici avoir un certain nombre de dashboards, mes dashboards préférés, des choses comme ça, hein, des choses que j'utilise de manière récurrente, les derniers éléments qui ont été vus. Simplement ici, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, excusez-moi, je pousse tous les éléments. Je vais justement créer un jeu de données à partir des données qu'on a créées de la table ou de la vue Sensor 3. Donc, je crée ici, comme vous le voyez, donc, un dataset. Donc, j'ai la capacité ici de créer une connexion. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'on a un grand nombre de connecteurs qui sont à disposition. Donc, ils ne sont pas tous présents ici. On en a d'autres. Mais voilà, on est sur une solution qui est vraiment très ouverte en termes de données auxquelles on peut accéder. J'ai créé déjà en amont une connexion justement à l'Autonomous qui a été utilisée pour la démonstration. Donc, quand je me connecte, je vois ici l'ensemble des schémas. Donc, celui qui m'intéresse, moi, que j'utilise, c'est test. Et puis, on va voir hein, ici qu'on va retrouver eh bien, nos données, hein, Sensor 3 et puis les différents éléments. Donc, si je prends la data qui m'intéresse, par exemple ici, on va avoir la data qui va s'afficher. Alors, bien évidemment, ici, moi, je vais attaquer une seule donnée pour l'objectif de la démo, mais on pourrait très bien ici imaginer construire un data model, hein. On pourrait vraiment créer des liens entre les tables, des choses comme ça. Donc, mais moi, ici, dans le cadre de cette petite démo, je me concentre sur notre table Sensor 3 qui a été structurée. Alors, comme vous le voyez, on a différents éléments dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une visibilité sur la distribution des datas. Et j'ai même une interaction entre les différents éléments. Par exemple, si je clique sur site alpha, eh bien, on voit bien que toutes les autres données ont été filtrées par rapport à ça. Donc, nous, dans notre table, il y a des données qui ont été inventées hein, par Christophe, et puis il y a des données qui sont un peu plus réelles. Donc, voilà, on n'a pas forcément une coïncidence. Quand je vois que quand je clique sur site alpha, eh bien, les autres variables sont nulles, mais du coup, c'est pour vous montrer qu'on a vraiment une interaction entre les datas. Donc, imaginons que cette donnée me convienne. Donc, je l'enregistre. Je vais lui donner un new dataset démo, on va l'appeler. OK. Donc là, il est en train de me faire la connexion à ce new dataset. Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que je vais utiliser, que je vais créer un dashboard, eh bien, hop, voilà. Je vais accéder à la donnée qui est dans la base. Donc, voilà, si on est sur une donnée qui est rafraîchie, eh bien, voilà, ma table, mon dashboard sera rafraîchi. Donc, ça, c'est très intéressant, surtout dans le cadre de données IoT. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on voit donc en effet toutes les données qui ont été structurées. Donc, on voit qu'on a des variables de catégorie, hein, comme on les appelle. Et puis, on a des variables numériques, notamment hein, cette variable qui a été utilisée pour la démo de Christophe. Euh, Ce que je vois ici, c'est que ma donnée de data capture time, malheureusement, elle est en caractère. En fait, moi, quand j'ai construit mon JSON, elle est en caractère. Donc, ce qui va être intéressant pour ma part, alors attendez, je vais masquer. Hop les éléments du Zoom. Ce qui va être intéressant, ça va être de dire, bah, c'est pour visualiser la data en fonction du temps, ça va pas être très pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller revoir cette donnée. Donc, vous voyez, je clique sur l'onglet Data en amont de la visualisation pour pouvoir un peu préparer ma data. Hop. Et donc, quand je regarde ici ma donnée, on a le même aperçu que tout à l'heure, mais ici, on va avoir un grand nombre de fonctionnalités de transformation. D'ailleurs, vous le voyez ici, on a des recommandations par rapport aux données qui sont... il y a un scan, en fait, des données qui est exécuté et on a des recommandations. Donc, dans notre cas, on n'en a pas beaucoup, mais on pourrait imaginer avoir plein de recommandations. Et notamment, on peut avoir des recommandations qui sont spécifiques à votre métier. Si, par exemple, on a une colonne avec par exemple des codes et qu'on veut plutôt afficher des libellés pour le métier, on pourrait imaginer inclure cette table de correspondance et lui, quand il va scanner la data, il va s'apercevoir que c'est cette table de code qui correspond à des libellés, et donc il va pouvoir proposer les libellés de manière automatique. Donc voilà, on a pas mal de choses comme ça qui sont disponibles quand on a vraiment des latitudes, des longitudes, des choses comme ça. Il est capable de traiter vraiment toute cette donnée géo. Il est capable justement de géolocaliser aussi des adresses, donc vraiment des choses qui sont comprises nativement.
On voit ici que la donnée date capture time, lui, a détecté de manière automatique que c'était une donnée, vous voyez, date time, alors que c'est une donnée numérique. Donc, je vais utiliser en fait la conversion qu'il m'a demandé. Donc, je clique. Et donc, on voit qu'ici, il a traduit, il a vraiment converti cette donnée de manière automatique, hein, vous le voyez, en donnée date time. Et puis, à côté de ça, bah, je peux, par exemple, aussi lui demander de m'extraire le jour, de m'extraire, vu que c'est une donnée date, maintenant, il peut faire pas mal de choses. Mais vous allez le voir, on peut aussi le retrouver dans le dashboard. Donc, si ça m'intéresse, eh bien, je vais pouvoir enregistrer. Hop. Et donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va m'appliquer ici donc un script qui fait qu'à chaque fois que la donnée elle va être accédée, on va avoir ce script qui va s'exécuter et qui va nous permettre de récupérer justement de la donnée formatée. À partir de là, si ma donnée me correspond bien, hein. Ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est qu'on a beaucoup de fonctionnalités ici hein, qui sont des fonctionnalités de data prep, hein. J'en ai parlé tout à l'heure, mais vous voyez, en fonction si c'est du caractère ou du numérique, on peut faire pas mal de choses, des regroupements, des calculs de, par exemple, de moyenne, de min, de max, etc., même si on peut le faire au sein du dashboard. Donc là, je vais créer mon workbook, le même que tout à l'heure, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on a notre donnée date time qui a été, bah, qui a le bon format. Alors, si je prends justement cette donnée et que je prends les mesures de température, hop, je les glisse au sein, vous voyez, je sélectionne les deux colonnes, je les glisse sur la page, enfin, au centre, et de manière automatique, lui, en fonction des données, eh ben, il va me recréer les bonnes datas. Donc, on voit qu'il y a pas mal de valeurs nulles. Ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer sur le client, par exemple. On sait que c'est les données Novatech qui sont intéressantes, donc je vais filtrer là-dessus. Hop, vous voyez, on a une représentation qui est différente. Donc là, c'est une représentation comme on avait tout à l'heure sur l'outil open source. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir des données de points pour savoir s'il y a des points aberrants. Eh bien, je peux, vous voyez, on a un grand nombre de graphiques à disposition. Ici, je peux, par exemple, lui demander une représentation graphique sous forme de graphique à points. Donc là, on voit qu'il y a des certaines valeurs qui sont aberrantes. Ce qui serait bien, c'est de savoir lesquelles, à quoi elles correspondent. Donc, ce que je peux faire ici, c'est que je peux prendre toutes ces données, pardon, hop. Voilà. Je vais les créer, je vais les mettre à côté. Je vais créer plutôt un tableau. OK? Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une interaction entre mes deux graphiques. Hop. Donc, je vais utiliser celui-ci comme filtre. Hop, use as filter. Et puis, quand je vais sélectionner ces éléments, eh bien, vous allez voir que normalement, bah voilà, il me filtre uniquement les données qui sont pertinentes, ce qui veut dire que ça me permet directement de voir quelles sont les données qui sont aberrantes et qu'est-ce qui s'est passé. Cette information, je peux bien sûr la transmettre, je peux l'extraire, etc. Je peux partager le dashboard. Je pourrais même aussi aller plus loin et demander quelles sont les autres variables qui permettent d'expliquer ces points aberrants. Et vous allez le voir, une dernière, il me reste 2 minutes. En termes de, bien sûr, on est sur un outil, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui. Sachez qu'on a des fonctionnalités IA qui ont été, beaucoup de fonctionnalités IA qui ont été implémentées, avec notamment la capacité à découvrir, vous voyez, des insights de manière automatique dans le dashboard. C'est-à-dire que moi, plutôt que d'essayer de croiser les données, de découvrir des choses, je vais laisser la solution m'aider. Et du coup, ça va me permettre, bah voilà, par exemple, de sortir, de voir des dashboards qui sont potentiellement intéressants sur des trends, voilà, des différences que moi j'aurais pas potentiellement, pardon, réussi à trouver. Voilà. Et donc, ces dashboards, s'ils sont intéressants, eh bien, je décide, quand je clique, je décide de les mettre sur ma représentation graphique ici. Et voilà, on a notre dashboard qui est créé. Voilà, avec les différents éléments que j'ai. Donc, c'est en train de s'exécuter. Alors, ah oui, là, c'est parce que j'avais le filtre. Alors, si j'enlève le filtre, évidemment. Voilà. Vous voyez, donc, voilà. Juste pour terminer, vous voyez qu'on est parti voilà, d'une donnée JSON. Je l'ai structurée, je l'ai accédée. Et puis, ensemble, on a déjà, je savais ce que je voulais faire. Donc, j'ai créé mes deux éléments. Et puis ensuite, j'ai pu demander à l'outil de me créer automatiquement des représentations des graphiques pour ensuite pouvoir partager ce dashboard de manière plus finie aux utilisateurs métiers. Et voilà, Christophe, j'en ai terminé avec ma démo. Eh ben, écoute, merci. J'ai la langue qui est tombée par terre quand tu as sélectionné le graphique et que ça a sélectionné les bonnes valeurs. Mais bon, Ouais. heureusement, la caméra était cachée. Voilà, bah, on en a terminé et donc on laisse la main au suivant.